Mes deux invités, d'un côté, à ma droite, notre rédacteur en chef ici, Afrique, à France 24, Stéphane Ballon. Bonjour Stéphane. Bonjour Antoine. Et à ma gauche, Niagale Bakayoko. Bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, présidente de l'African Security Sector Network. Merci à tous les deux d'être à mes côtés. Stéphane, je commence avec vous. Question très simple, à quelle réaction peut-on s'attendre désormais de la part de la CEDEAO depuis que l'ultimatum a expiré? Oui, je pense que la CEDEAO va certainement publier un communiqué dans les heures qui arrivent, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, en tout cas rapidement. Et à partir de là, on verra un peu plus clair dans les intentions de la communauté. Je pense qu'à ce stade, on peut encore dire que toutes les options restent sur la table, hein, y compris l'option diplomatique. Je pourrais même dire notamment l'option diplomatique, hein, sachant que cette nuit, par ailleurs, des portes se sont ouvertes sur ce plan-là. Hein. Vous avez écouté notre confrère Serge Daniel ce matin qui disait que la junte, il faut le dire, qui est déterminée à aller au bout de sa logique, hein, de sa logique de renversement du président Bazoum. Cette junte-là semble être désormais disponible à accueillir une nouvelle mission de la CEDEAO. Il faut attendre de voir ce qui va se passer de ce côté-là. Et puis par ailleurs, la même source que cite Serge Daniel parle d'une médiation possible des Américains. Donc définitivement, je pense que l'option diplomatique n'est pas encore épuisée et que la CEDEAO va aller jusqu'au bout de cette logique. D'ailleurs, il faut le rappeler, tout en brandissant cette menace d'une intervention militaire, elle a toujours dit, la CEDEAO, notamment le président Bola Tinubu, insistait sur le fait qu'elle va tout faire pour qu'une solution diplomatique soit trouvée. Et puis j'ajouterais pour terminer que dans la région, finalement, on est assez partagé. On le voit bien, des pays comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont certes dit qu'ils étaient favorables à une intervention militaire, mais on n'a pas beaucoup entendu les autres membres de la CEDEAO. Hein. C'est 15 pays dans la sous-région. Évidemment, le Mali et le Burkina Faso, plus la Guinée, ne sont pas favorables à cette intervention et l'ont fait savoir. Qu'en pense un pays comme le Ghana, on n'a pas beaucoup entendu, qui est un acteur majeur de la sous-région. Donc, moi, j'ai l'impression que la CEDEAO veut continuer à jouer cette carte diplomatique, tout en maintenant l'option militaire comme une menace. Niagale Bakayoko, est-ce que d'une certaine manière, ce n'est pas aussi la preuve d'une forme de division? Stéphane l'évoquait, au sein de la CEDEAO. D'un côté, on agite la menace militaire et de l'autre, on essaie de se ménager d'autres portes de sortie avec une éventuelle sortie de crise diplomatique. C'est encore une issue possible selon vous? Alors, de toute façon, il faut savoir que dans son dispositif institutionnel, la CEDEAO dispose d'une large palette d'options, hein, et elle entend toutes les mobiliser. Ce qui est en jeu au-delà, et bien sûr, c'est la question principale de la crise du Niger, c'est également l'avenir de l'organisation elle-même. On entend souvent parler de sa crédibilité, de sa légitimité, mais aujourd'hui, il y a aussi menace de retrait définitif d'un certain nombre de membres. C'est une menace qui avait d'ores et déjà été brandie par les Maliens à une époque. On sait qu'ils n'ont pas hésité à se retirer du G5 Sahel. Les juntes du Burkina Faso et de la Guinée, alliées éventuellement politiquement à celle du Niger, pourraient effectivement décider de ne plus en faire partie. Donc l'enjeu est aussi sous-régional. Stéphane, est-ce que d'une certaine manière, face à cette mobilisation de la CEDEAO, on peut craindre une forme de cartel des juntes, c'est-à-dire avec un alignement des intérêts entre le Niger, si la junte parvient à s'installer, le Burkina Faso et le Mali, naturellement? C'est la situation que je pense tout le monde veut éviter. On sait, si je peux m'exprimer ainsi, que les pays comme le Burkina et le Mali ont un contentieux avec la CEDEAO. Hein. Donc c'est pas étonnant que les dirigeants de ces deux pays-là soutiennent d'une certaine manière finalement la junte nigérienne. Et par ailleurs, le contentieux va au-delà de la CEDEAO. On peut pas dire qu'entre le président Bazoum et Goïta au Mali
ou Ibrahim Traoré au Burkina, que ce soit des relations cordiales. Hein. Les déclarations récentes du président Bazoum ont provoqué d'une certaine manière, j'allais dire la colère, en tout cas le mécontentement des dirigeants du Mali et du Burkina Faso. On peut penser que dans leur raisonnement, les juntes maliennes et burkinabés se disent que finalement, entre militaires, on pourrait mieux s'entendre, on pourrait davantage coordonner nos efforts dans la lutte contre le djihadisme, notamment dans cette zone des trois frontières qu'on appelle couramment la zone des trois frontières. Donc il y a une logique qui n'est pas finalement surprenante, qui explique que ce soit le Burkina ou le Mali, qu'on aille dans le sens de la junte nigérienne. Niagale Bakayoko, je voulais revenir également avec la position de pays qu'on entend peu, c'est les pays côtiers, comme on les qualifie, le Ghana, le Togo notamment, et eux aussi, ils peuvent craindre une forme de contagion des juntes, et ils ont peut-être un intérêt également à une intervention militaire, ou en tout cas de la fermeté de la part de la CEDEAO là-dessus. Alors on entend beaucoup dire que le Bénin, du président Talon, est particulièrement serait particulièrement allant pour soutenir l'option de l'intervention militaire. Il est évident que les pays comme le Sénégal et comme la Côte d'Ivoire se sentent aussi potentiellement menacés, même si l'armée du Sénégal s'est toujours caractérisé par son républicanisme. Pour ce qui est du Togo, la position est à mon avis très différente. Il y a une proximité diplomatique entre le gouvernement civilo-militaire du Mali et le président Faure Gnassingbé, qui a été médiateur aussi, il ne faut pas l'oublier, lors de la crise malienne. Et je ne suis pas certain qu'il soit lui aussi déterminé à soutenir l'option militaire. Stéphane, je voulais évoquer avec vous, vous l'avez rapidement mentionné, sur le rôle des Occidentaux, plus précisément, et notamment celui des Américains, que officiellement on entend assez peu, ils sont relativement discrets sur ce sujet, les Américains. Pourtant, c'est une force qui compte dans la région. Ils ont près de 1500 soldats au Niger, et notamment une importante base de drones à Agadez, notamment. Est-ce que vous évoquez une éventuelle médiation américaine? La solution pourrait passer par leur intervention? Difficile à dire, mais une chose est certaine, c'est qu'on parle beaucoup de la France, mais les Américains ont aussi autant d'intérêt au Niger. Je pense à la base d'Agadez, qui est une base de lancement de drones, de renseignement. Et puis, traditionnellement, les Américains ont toujours été assez discrets. Je veux dire, là où la France annonce qu'elle va appuyer de manière ferme toute démarche de la CEDEAO, je pense que les Américains n'en pensent pas moins, mais n'en parlent pas forcément. Il y a une volonté claire, à mon avis, de la part des Occidentaux, si on peut les appeler ainsi, de faire en sorte que le Niger ne s'effondre pas. Je ne sais pas si on peut commencer à parler d'effondrement, mais en tout cas, de revenir à une situation normale dans le respect de l'ordre constitutionnel. Oui, il y a une volonté, je pense, il y a un intérêt, en tout cas évident, pour les Occidentaux, notamment les Français et les Américains, de retrouver une stabilité, un retour à l'ordre constitutionnel dans ce pays. Niagale Bakayoko, d'une certaine manière, on a l'impression, ça c'était ce que Stéphane évoquait pour le côté américain, côté français, on a l'impression qu'il n'y a que des mauvais coups à prendre, d'une certaine manière. Si vous faites une intervention militaire, ça va attiser le ressentiment anti-français sur place. Si vous ne le faites pas, vous avez une nouvelle junte au pouvoir, et ça, c'est mauvais pour les intérêts français dans la région, il faut également le dire aussi. Alors, je ne pense pas que l'option d'une intervention des forces armées françaises soit sur la table. Elle est absolument ingérable dans le contexte actuel de très fort rejet de la présence militaire française. En revanche, et c'est un reproche qui est adressé à la France par certains en Afrique de l'Ouest, se présenter de manière aussi visible comme étant en faveur d'un rétablissement, y compris par la voie militaire du président Bazoum, est plutôt considéré comme contre-productif. Est-ce que la France n'a que des coups à prendre?
apprendre à travailler avec des gouvernements dominés par les militaires. Ça reste à démontrer. Il ne faut pas oublier la relation de la France avec le Tchad, qui est gouverné par un comité militaire de transition, avec à sa tête un général. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être envisagé, mais qui démontre aussi la contradiction de certaines prises de position, qui explique, elle aussi, le rejet dont peut faire l'objet la France, qui d'un côté condamne très fermement certains coups d'État et qui d'autre part s'accommode de régimes prétoriens. C'est toutes les contradictions, évidemment, de la position française. Stéphane, je voulais également évoquer avec vous un mot de la population nigérienne. On va évoquer les sanctions qui ont été adoptées, qui sont déjà très dures. La sanction déjà de l'électricité qui provient du Nigeria, 70% d'électricité du Niger qui vient du Nigeria qui a été coupée. Il y a les prix qui sont déjà à la hausse. Est-ce que ça aussi, ça peut être une forme de pression sur la junte notamment ? Je pense que c'est une forme de pression pour tout le monde, y compris la CEDEAO. Vous l'avez vu ce week-end, la junte a mobilisé 30 000 personnes, 35 000 selon l'AFP, dans un stade pour faire une démonstration de force, pour montrer d'une certaine manière que la population de son côté. Pour la CEDEAO, c'est d'autant plus un défi dans le sens où la CEDEAO, vous le disiez tout à l'heure, Madame Bakayoko, a perdu sa popularité auprès des populations. Plus la population va subir les conséquences de ces sanctions, il est évident qu'elle adhérera moins aux solutions proposées par la CEDEAO. De manière générale, je pense que c'est là où se joue l'avenir de la CEDEAO. La CEDEAO, il ne faut pas l'oublier, c'est une organisation qui a une vocation économique à l'origine. Aujourd'hui, elle a confronté, je trouve d'ailleurs qu'on est souvent assez sévère avec la CEDEAO, parce que sur le plan économique, tout n'est pas parfait, mais des choses se font. Il y a une difficulté à construire une intégration politique. On le voit en Europe, c'est l'intégration la plus difficile. Donc, si la CEDEAO veut passer d'une CEDEAO des États à une CEDEAO des populations, quelle que soit l'option, à mon avis, qu'elle prend, il faut que ce soit bref, il faut que ce soit court, il faut que les conséquences sur les populations soient limitées. Et pour moi, c'est là que se trouve l'enjeu. Et quelle que soit l'option, il faut sortir rapidement de cette situation. Il en va notamment de l'avenir de la CEDEAO. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir donc participé à ce mini-débat.